Salut, c'est Alyosha. Bienvenue dans Vision. Lightroom, c'est un service cloud qui réunit tout ce dont vous avez besoin pour créer, retoucher, classer, stocker et même partager vos photos sur tous les appareils. Si vous avez envie de tester, on vous a mis un lien dans la description du podcast avec quelques jours pour faire un essai gratuit. Merci Adobe et bonne écoute. Alors pour décrire une de mes photos, je parlerai de cette image que j'ai réalisée pendant le confinement à Paris, le premier, d'un homme place de l'hôtel de ville, assez dénudé, en slip. Et en fait cette image, elle est, c'est le cadeau d'un inconnu. Ça a été un échange sans parole. Donc pendant tout le confinement, j'ai fait une série qui s'appelle Le Décor où j'ai travaillé sur Paris vide. Et là, je suis place de l'hôtel de ville. Je suis seul. J'essaie de trouver un cadre. Et il y a un homme qui se lave au loin, une fontaine des eaux de Paris. Et il me fait signe de le rejoindre. Il est en slip. Et moi, je me dis que c'est encore un type qui va me parler du droit à l'image et que ça va être pénible. Donc je lui fais non, mais je lui dis de venir lui s'il a envie. Tout ça par signe. Et c'est ce qu'il fait. Il arrive, il parle pas français, et il me sourit, et je lui propose du coup un portrait. Il accepte. Comme mon appareil, mes flashs sont tout prêts, je le dirige, je lui mime les poses, je lui demande d'enlever ses lunettes, de s'asseoir. Voilà, c'est une séance de pose magnifique dans un des endroits les plus beaux du monde avec Notre-Dame dans le fond, l'hôtel de ville juste à côté. Voilà, donc je fais plusieurs photos et là je pense avoir fini un moment. Il me remercie, enfin je le remercie, il me remercie aussi avec la tête, mais il me montre son caleçon et il me fait comprendre qu'on peut continuer, mais sans le caleçon. Je suis un peu con, mais je dis oui évidemment et on reprend la séance de pause. Donc c'est debout, de profil, il lève les bras, il ressemble à une statue ancienne, antique au Louvre et ça dure et ça s'arrête jamais, sauf à un moment il y a une sirène de police qui retentit au loin. Là il prend peur, il récupère son caleçon et il file. Il revient quand même tout habillé juste pour me dire au revoir et je comprends qu'il veut me dire quelque chose et qu'il veut m'écrire son nom sur mon téléphone portable. Donc il s'appelle Niare Aloa et il y a une date, donc j'imagine que c'est sa date de naissance, c'est 14 février 1988. C'est tout ce que je sais de ce jeune homme. Je suis Frédéric Stussin, je suis photographe. Mon parcours, je suis né à Nice, de parents slovènes. J'ai grandi dans une famille où mes parents parlaient entre eux une langue étrangère. C'est une langue que j'ai fini par comprendre à peu près, mais que j'ai jamais vraiment su parler en fait. Pour eux, c'était pas nécessaire. Ils disaient que la langue dont j'avais besoin, c'est celle du pays où nous vivions, donc la France. Et d'ailleurs, ils s'adressaient à moi qu'en français, même s'ils parlaient vraiment... ils avaient une maîtrise rudimentaire de cette langue. Donc on était une famille, peu de mots, on parlait très peu en fait. Donc j'ai toujours cherché un moyen de m'exprimer un peu différemment que par la parole. Et donc du coup j'ai commencé par la musique. J'ai fait 10 ans de conservatoire. Je me suis époumoné dans une clarinette et un saxophone, musique de chambre, tout ça. Et puis en fait je me suis mis au dessin. Et j'ai dessiné beaucoup. J'ai fait une prépa d'art et j'ai atterri aux Arts Déco à Strasbourg. Donc je jurais que par la peinture, illustration. Et c'est à Strasbourg que je découvre complètement par hasard la photo en achetant un appareil pour dessiner d'après-photo. Et du coup, je pars à Loup Lumière pour apprendre ce métier, la photo. En fait, le premier souvenir qui me vient quand tu me poses la question, c'est une séance photo avec mon père. J'ai, je pense, 16-17 ans, quelque chose comme ça. Il y a eu 2 séances avec lui. C'était la première. À ce moment-là, je suis pas du tout photographe. Je suis un jeune homme, ado, à qui son père montre l'appareil dernier cri qu'il a acheté. Tu vois, je sais même plus la marque, mais c'était un gros truc. Et il l'a acheté pour immortaliser la famille, les instants, les vacances. Donc il me montre comment ça fonctionne, comme il m'a appris la mobilette, démonter une bougie, changer un pneu. Et il me montre vraiment, tu vois, un homme doit connaître la technique, l'appareil, c'est important. Moi je m'en fous royalement, rien à cirer, un peu comme tous les ados, hein. Quand leur père leur parle de quelque chose. Voilà. Et je déclenche, en fait, j'appuie, je reste en rafale et je vide le film en 3 secondes. Donc évidemment, ça le saoule, ça l'énerve, il m'engueule, j'ai caché de la pellicule, ça c'est très important de pas gâcher. J'ai les photos quelque part d'ailleurs, de sa tronche qui se durcit.
Et lui, en fait, ça lui va pas parce que la photo, tu vois, c'est solennel, on s'arrête, on prend la photo, on cadre bien. C'est un instant complètement contrôlé, c'est solennel. Pour moi, du coup, c'est que ça, la photo. Ça n'a aucun intérêt. C'est garder le trace d'un instant que je trouve en général ennuyeux, tu vois, les dîners de famille, dîners d'amis, où tu dois absolument rester. Et il faut le mettre en scène, faut s'arrêter, faut faire poser les gens, faut qu'ils aient le bon sourire, le bon. Ah, je trouve ça absolument, mais ennuyeux au plus possible, quoi. Ça me saoule. Je préfère le dessin, la musique, que je trouve. Il y a plus de liberté là-dedans. Donc la photo. Bon. Et puis plus tard, c'est à la Bibliothèque des Arts Déco de Strasbourg. Je prends un livre de Richard Avedon que je connais absolument pas. Et je l'ouvre et par hasard, je tombe sur un de ses portraits. C'est le portrait d'un esclave qui s'appelle William Casby. Et là, je prends une énorme claque dans la gueule, quoi. C'est vraiment... J'imaginais même pas qu'on puisse faire ça en photo. Et moi, je trouvais que la photo, c'était, tu vois, comme avec mon père, c'est sans intérêt, quoi. C'est chiant. Et moi, de toute façon, aux Arts Déco, il y avait Schill, Matisse, Basquiat, voilà. Et de ce livre, je commence à regarder le plus possible de la photographie et je découvre. Donc, je découvre Man Ray, August Sander, Dieter Appelt. De là, je découvre aussi les Américains, Winogrand, Arbus, Callahan. Enfin, c'est un monde c'est un monde complètement inconnu, fascinant. Et de là, voilà, c'est le début. Quand je prends des photos, je sais pas vraiment quoi chercher. Je sais pas qu'est-ce que je vais montrer. Enfin, je pars un peu à la pêche. J'ai bien une idée, une perception, quelque chose qui m'attire, mais je fais un peu comme Winogrand le disait, qui lui, il photographie pour voir à quoi ressemble le monde quand il photographie. Donc voilà, je me laisse guider par des rencontres, je flâne, c'est le hasard qui me dirige. Après, bien sûr, j'aime certaines personnes, certaines physiques, j'ai une attirance pour les petits vieux, habillés 70s, voilà, ça c'est un truc, ça me fait toujours déclencher. Et voilà, c'est ça qui me fait déclencher, c'est quand quelque chose m'attire. Et c'est ensuite, quand je rentre, quand j'édite, que je construis une histoire, un peu comme un cinéaste va monter son film après les prises de vue. Donc, ça veut pas dire qu'au départ, j'avais pas de scénario et pas d'idée, que je suis parti au hasard, mais voilà, je me suis laissé porter par l'expérience du réel et ce que ça m'a apporté. Et ça veut pas dire non plus que je vais restituer le monde comme un photojournaliste, parce que pour moi, la vérité et l'objectivité en photographie, j'y crois pas du tout. C'est la perception de l'artiste qui va compter et son point de vue. Que ce soit argentique, numérique, couleur, noir et blanc, en fait, comment dire, c'est pas très, ça m'intéresse pas en fait. C'est pas pertinent. En fait, j'ai commencé avec l'argentique aux Arts Déco. Ensuite, j'ai fait du laboratoire à Loup Lumière, mais surtout j'ai été laborantin au service photo de l'IB. Donc j'ai développé du film couleur, noir et blanc. J'en ai fait beaucoup et j'ai vraiment adoré ça. Mais voilà, la sensualité du grain d'argent, tout ça, c'est magique. Mais en fait, voilà, si je pouvais bosser à la chambre à 25 avec 15 assistants, ouais, très bien. Ça n'a pas l'air de se passer comme ça en ce moment. Mais pour moi, la photo, c'est un art qui fonctionne main dans la main avec l'industrie, en fait. On a commencé avec le daguerréotype, ce qui avait le plus précis finalement, et on finit avec des smartphones maintenant. Et ça va très bien tant qu'on peut raconter des histoires. Et surtout, je trouve ce qui est bien aussi, c'est que c'était un art un peu bourgeois finalement. Pas peu de monde pouvait utiliser un daguerréotype. Et maintenant, c'est devenu presque, je dirais pas populaire, mais accessible à tous en tout cas. En revanche, ce qui est très important, c'est la conservation des images. Entre les disques durs et les plaques de verre, est-ce que Adjet, on aurait redécouvert son travail s'il avait travaillé en numérique, qu'il avait foutu ça sur un drive ou sur des disques durs? Voilà, ça c'est vraiment la question. C'est entre l'argentique et le numérique, c'est qu'est-ce qu'on garde, sachant que si tu mets tous tes films dans un endroit qui brûle. T'as plus non plus de traces, donc voilà. Mais pour moi, voilà, c'est ça le débat. Mon travail photo, il reste absolument documentaire, dans le sens où, et j'ai rien contre ça, j'invente pas des images sur ordinateur. Je traite à partir du monde réel, celui qui m'entoure, et sans être sans être schizophrène, j'ai deux approches vraiment différentes. J'ai le travail de commande en presse, qui est mon activité principale, c'est ma meilleure école et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Dans la presse, je dois rendre des images efficaces.
C'est-à-dire qu'elle doit être lisible immédiatement, compréhensible. C'est-à-dire que le lecteur, le spectateur doit comprendre tout de suite de quoi il s'agit. C'est une image qui affirme donc un point de vue. Pour caricaturer, tel témoin a souffert, tel restaurant est délicieux, cette manif est craignos ou pas, où il y a du monde ou pas. C'est vrai dans la presse et dans les commandes que je peux faire aussi dans le corporate ou la publicité. Où là, on est l'artisan, on obéit à ce qu'on nous demande. Sachant que pour la presse, faut pas oublier que la place de la photographie dans la presse, c'est un produit d'appel en fait. C'est que si la photo plaît, le lecteur risque d'acheter le journal pour lire le papier. Donc il faut voir cette place-là. Et aussi dans la presse, on n'est pas tout seul. Je suis pas l'artiste qui va montrer le monde. Je vais avoir un icono, un DA, un directeur artistique, pardon, un rédacteur, un red chef. Enfin voilà, il y a tout un mix et puis des photos avant et après. Ensuite, dans ma pratique personnelle, en revanche, là, j'essaie de faire l'inverse, c'est-à-dire que je continue à documenter à partir du réel. Je garde l'information, c'est un vêtement, un bijou, une rue, une lumière, mais j'essaie de pas raconter une histoire au sens journalistique. C'est-à-dire que j'essaye de donner plusieurs lectures possibles, de pas rester dans ce côté très très montré, très affirmé. Peut-être, tu vois, un peu comme si je reviens aux Arts déco, l'expressionnisme, Schiele, Coco Chat, tout ça, voilà, ça m'avait vachement marqué. Et voilà, c'est une réalité. Et en stage, je me rapproche aussi un peu du cinéma, dans le sens où le cinéma, en fait, on crée à partir du réel, mais en fait, on invente des histoires. J'essaie de faire un peu ce même chemin dans mes projets perso, que ce soit Only Bleeding ou le décor, ou Vichy, le festival de Vichy, là où j'ai travaillé en résidence. Et je peux citer encore une fois Avedon, du coup, qui dit que toutes les photos sont fidèles, mais qu'aucune n'est la vérité. Donc j'essaye de jouer là-dessus. Et ma pratique, voilà, c'est de passer de l'un à l'autre, du côté, on va dire, technique, entre guillemets, de la commande, et le côté un peu plus artistique, entre guillemets, dans ma pratique perso. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Dans la pratique du portrait, pourquoi je m'y suis dirigé, en fait, c'était un peu comme tout le monde, c'est l'illusion de la rencontre. C'est-à-dire que je me suis dit, je faisais déjà du portrait quand j'étais étudiant. Je fais des séries sur les SDF, sur des autistes. Mais je me suis dit, en commande, c'est chouette, je vais pouvoir aller rencontrer des gens célèbres, des cinéastes, des acteurs, des chanteurs, partager une intimité avec eux. Puis en fait, très vite, je me suis rendu compte que cette intimité, j'étais en train de la partager avec les photographes qui étaient derrière, notamment quand on se retrouve au Festival de Cannes, dans un palace à Paris. Mais qu'il n'y a pas que les photographes, il y a les rédacteurs qui attendent leur tour, les attachés de presse, les publicistes. Bref, l'intimité, c'était pas vraiment ça. On te demandait surtout d'expédier au plus vite ton temps pour passer à autre chose, quoi. Mais j'ai découvert que, contrairement au reportage que je faisais quand j'étais débutant photographe, avec le portrait, j'étais d'une face au modèle, j'étais seul avec lui, que je pouvais maîtriser une situation, choisir un angle, choisir une lumière, une distance, et que je pouvais, en les dirigeant, faire passer une émotion ou pas. Et que du coup, c'était une photographie qui me devenait plus personnelle. C'est moi qui décidais. J'ai pu photographier des gens en 25 secondes et une demi-heure, et en fait, ça reste tout le temps vrai. Je peux essayer de raconter quelque chose. Sachant que la personne que je photographie est de fait impliquée dans la création d'images. Donc il y a une espèce de complicité réelle, qui n'est pas de l'intimité, mais quelque chose qui se crée. Et il y a une image qui émerge quand on arrive à faire un portrait. Et du coup, je suis plus juste un illustrateur quelconque d'un événement, d'une conf de presse, d'une sortie politique. Voilà, je peux affirmer quelque chose. J'ai le droit de me tromper, j'ai le droit d'avoir raison, mais voilà, ça je peux le faire dans le portrait. Et en commande, surtout. Moi, quand je donne des stages, tout le monde pense que je suis copain avec Tim Ross et Isabelle Huppert, et c'est des gens que j'ai vus, je pense, 3 minutes dans ma vie. Ce qui m'intéresse dans un portrait, c'est le regard. C'est la première chose qui va m'intéresser, parce que je pense que si tu veux t'identifier à l'histoire d'un personnage, quelle qu'elle soit, c'est par le regard, pas par le cadrage, pas par la lumière. Si le regard est sincère, t'adhères à l'image, elle te touche. Donc c'est vraiment ce que je vais chercher au maximum. Donc pour l'obtenir, en fait, comme je te dis, je suis très pro, et je leur demande pas, je leur parle pas d'émotion au modèle. Je leur dis pas ayez l'air triste, ayez l'air joyeux. Tout ça, ça peut jamais marcher.
D'une, les gens, s'ils sont acteurs, là, ils sont pas là en train de jouer un rôle. Et des gens qui ne sont pas acteurs vont pas comprendre. Donc je leur demande pas ça. Et, par contre, je leur fais comprendre que ma présence, elle est que photographique, qu'il n'y a rien derrière, pas de sous-entendu, et que la séance finie, je pars. Enfin, c'est complètement terminé, pardon. Ça, c'est rassurant pour le modèle. Il sait qu'il va se passer un truc, mais que ça va durer un certain temps. Et c'est qu'il y a une fin. Et puis il va comprendre que je suis pas là pour essayer de devenir ami ou d'avoir des informations. Tu vois, ça. En fait, je crée une distance qui va me permettre du coup d'en créer une autre, juste photographique. Et du coup, ensuite, pour la séance, en général, j'essaie d'arriver en avance pour checker un peu l'endroit. Où est-ce que je peux faire la photo en lumière naturelle, lumière artificielle? Est-ce que je vais avoir du temps? Est-ce qu'on est à Cannes? Est-ce que je suis dans un hôtel miteux? Est-ce que je suis en province? Enfin, voilà. Et ensuite, je leur explique pourquoi je suis là. Je me présente. Hein. Et ensuite, je leur explique ce que je veux, la position. Donc, je vais guider le regard, tourner la tête à droite, à gauche, lever le visage, baisser le visage. Je leur mime aussi la position s'il y a besoin, si c'est un portrait en pied et que je leur demande un mouvement. Je fais le mouvement moi-même. Du coup, ils voient ce que je fais. Ça les aide. Des fois, ça marche. Enfin, ça marche pas. Ça m'est arrivé avec une actrice à qui j'ai demandé de faire un mouvement, un saut. C'est une actrice, mais vraiment sublime. Mais alors, quand elle sautait, c'était tout dégainé. Donc voilà, je lui ai montré, elle l'a fait. Hop, je me rabats sur autre chose. Et puis, je suis pas une machine, donc j'observe ce que j'ai en face. Donc effectivement, Poulvord, pour cette séance, il me crie dessus. Donc comme tout est prêt, je suis arrivé avant, j'avais préparé des lumières. Je suis prêt à recueillir ce qu'il me donne. Parce que le portrait, c'est vraiment l'interaction entre un modèle et le photographe. Il me crie dessus, mais je peux aussi jouer à Cannes sur Ménéini Thierry, qui est en promo, qui est flagada d'interview, qui est extrêmement fatigué. Je laisse ça, je lui demande rien en fait. Je prends ce temps qu'elle me donne finalement. En fait, je reste très directif, mais aussi très disponible. Du coup, très concentré. C'est vrai qu'à la fin d'une séance de portrait, en général, on est un peu fatigué. Ça va, hein, ça reste. J'ai pas non plus fait un marathon, mais voilà, on est quand même un peu fatigué. Le portrait, voilà, il se fait pas tout seul. Même si au final, c'est ce qui est un peu compliqué pour les modèles, c'est que c'est le photographe qui décide. Si c'est une commande, ça peut être le DA ou l'icono, mais en général, il n'a pas droit de regard sur ce qui va être publié. Et là, j'ouvre une parenthèse, sauf quand tu es en commande pour certains magazines, quand tu es en commande pour une affiche de film ou pour une pochette de disque, là, il est intégré dans le choix de l'image, mais en commande pure et en projet perso aussi, il y a pas de regard, c'est moi qui décide. Pour résumer, c'est avoir des idées et attendre qu'il se passe quelque chose aussi. Donc l'accident de Poulvord, de Ménéini Thierry. Mais très souvent, en fait, les gens savent pas quoi faire. Quand ils savent faire, ils font absolument pas ce que toi tu veux. Donc faut tout de suite proposer autre chose. Mais proposer quelque chose, c'est pas faire du Leibovitz, c'est faire virevolter les gens au-dessus d'un lac. C'est juste voilà, tourner un peu le visage, une position de corps. Ce matin a été publié dans Libération un portrait de Dominique Simoneau que j'aime beaucoup, que je connais depuis longtemps. On a travaillé ensemble à Libération. C'est un portrait qui s'est fait extrêmement vite. On n'arrivait pas à travailler puisqu'on rigolait, on faisait des blagues. Mais en fait, voilà, j'ai chopé un instant, sachant que de profil, la lumière, ça allait. Et voilà, j'ai joué cet instant-là. Pour ce projet On est Bleeding, c'est en fait je suis bercé par les USA, comme beaucoup, hein, on est biberonné à ce pays. Donc la musique, le cinéma, la photo, j'avais envie de m'y confronter, d'aller voir un peu de mes yeux, poser mon regard sur ce pays. Pour ce livre, très vite, j'ai voulu reproduire un plan d'un film, le début du film de Don Bailo de Jim Jarmusch, où il y a une caméra qui est placée dans la voiture et qui filme les rues de la Nouvelle-Orléans. J'avais envie de faire ça. Rester à savoir où et en fait évidemment j'ai envie de dire c'était Las Vegas en fait. C'est une ville que j'ai rencontrée en voyage pour une commande de magazine et quand j'ai vu la ville je me suis dit ok je veux mettre en place mon système de photographie là-bas. Et donc je suis parti, j'ai fait 5, 6, 7 voyages, je sais même plus, avec cette idée de Jarmusch et la ville qui est devenue finalement un peu comme un prétexte quoi. Mais c'est une ville qui m'allait bien parce je trouve qu'elle parle des États-Unis. C'est une espèce de clinquant extérieur, l'entertainment. Tu as ça brille, c'est beau, c'est le capitalisme, c'est magnifique. Et puis dès que tu grattes un tout petit peu, tu vois que c'est quand même c'est désolant, c'est triste, c'est cassé, ça marche pas. T'es
c'était détruit, quoi. Et du coup, en allant là-bas, j'ai un peu voulu parler, évidemment, des laissés pour compte, du rêve américain, du capitalisme, chercher le décor un peu qu'il y avait derrière ce truc très coloré, très joli, très un peu vulgaire quand même, hein, on est à Las Vegas. Mais en fait, je n'ai jamais rien voulu affirmer. Je suis pas parti comme un éditorialiste qui dirait voilà, c'est ça les États-Unis. Non, moi c'est chacun est libre de voir dans mes images ce qu'il a envie d'y voir en fait. C'est un livre qui est aussi entre fiction et documentaire. D'ailleurs, j'ai pas mis de légende, j'ai même pas mentionné le nom de la ville à la fin du livre. Après, on peut le voir sur certains détails, sur un t-shirt, sur l'enseigne d'un bar, voilà. Mais je dis rien de plus que les images ne disent ou ne veulent dire. À chacun d'imaginer son propre Las Vegas, sa propre histoire. Et en fait, j'ai découvert récemment un livre que je connaissais absolument pas de Jim Goldberg qui s'appelle Raised by Wolf. Et à propos de ce livre, il dit que c'est une œuvre de fiction qui est tout à fait vraie. Et en fait, je trouve que ça va absolument dans ce que j'ai fait pour ce livre. Alors lui, c'est un travail sur les adolescents. C'est en Californie, des portraits de skateurs, fugueurs, voilà. Et en fait, cette phrase, elle m'a vraiment marqué parce que c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre. Parce que, encore une fois, pour moi, la fidélité au réel, non, ça marche pas, en fait. Je prélève pour raconter quelque chose. J'ai même envie de dire que c'est une ville que j'ai inventée, finalement. C'est un peu le Gotham City, mon Gotham City. Sauf que là, le Batman qui doit sauver la ville, il y fait la manche pour survivre lui-même, mais je raconte pas. C'est pas un travail que j'aurais pu présenter en presse, que j'aurais pas pu le vendre pour un magazine d'un hebdo ou un quotidien. Pour le titre, en fait, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma femme, que je remercie. Et il est tiré d'une chanson de Bob Dylan qui s'appelle It's Alright Ma, I'm Only Bleeding. Et en fait, je crois qu'elle dure 7 minutes. Et il exprime sa colère, en fait, et la frustration de voir à quel point son pays est hypocrite, consume le côté guerrier aussi. Tout le monde est armé et il gueule contre ça. Et en fait, quand j'ai découvert ce texte, voilà, c'était une autre approche des États-Unis qui me convenait bien et que j'avais finalement mis en image comme un film, quoi. C'est un peu le Easy Rider sans moto, parce que j'ai tout fait à pied. Voilà ce projet. Alors mon rapport noir et blanc, il vient des photographes que j'ai découverts, hein, jeune étudiant, Dieter Appelt, Irving Penn aussi avec ses mégots. Enfin voilà, le noir et blanc pour moi c'est ça. Puis les films, Don Bailo, Dead Man, de Jarmusch. Et pour moi du coup le noir et blanc ça permet vraiment d'aller à l'essentiel. C'est, tu vois, pour Las Vegas, pour la gare Saint-Lazare, ça me permet de gommer sans passer par le numérique ce qui va être trop criard, ce qui va permettre de ne pas se concentrer sur ce que je trouve le plus important dans ces images-là, les visages des gens. Donc le noir et blanc, voilà, ça gomme la publicité vert pomme pour une marque de soda, ça permet d'enlever le sens interdit tout rouge qui va empêcher de regarder les personnages que je vise. Et puis il y a un côté intemporel aussi qui me plaît bien parce que je trouve qu'on peut se projeter dans des images en noir et blanc sans savoir en plus à quelle date elles sont faites. Et je trouve ce rapport au temps est vraiment, vraiment fort dans le noir et blanc. Et là, je pense à cette photo que décrit Roland Barthes de ce jeune condamné, dont j'ai complètement oublié le nom. C'est photo d'un jeune condamné à mort aux États-Unis qui est très beau. Et en fait, on sait que c'est la photo de quelqu'un qui va mourir et qui finalement est déjà mort. Enfin voilà, le noir et blanc permet ça, je trouve. Mais du coup, pour Only Bleeding ou Saint-Lazare, je pense noir et blanc directement en fait. Alors, j'ai pas travaillé en argentique sur ces projets-là, mais j'ai fait tout comme. J'ai travaillé avec le Leica monochrome, donc c'est que du noir et blanc. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Parce que je voulais pas, avec ce numérique, on fait une photo, puis on se dit, ah ouais, mais finalement, la couleur était quand même pas mal. Puis en fait, on sait plus du tout ce qu'on veut raconter, et on se laisse un peu bananer là-dessus. Donc c'est comme si j'avais mis une Trix dans un M6, et c'était pareil. Et du coup, pareil, comme je disais au début, la technologie numérique argentique, tout ça, ça m'intéresse pas tant que ça. Mais je travaille comme en argentique, je regarde peu mon boîtier, je regarde pas l'écran, parce que ça déconcentre. Ce que j'aimais bien dans l'argentique, et qui est toujours vrai en fait, c'est on voit pas ces images. Et on sait pas si elle est faite, réussie, ratée, et du coup on continue à travailler. Avec le numérique, il y a ce danger de regarder son boîtier tout le temps,
et de se dire ah ouais, elle est super celle-là, ou alors oh non, vraiment trop raté, hein. Et du coup on n'avance pas, on est dans les images déjà faites et pas dans les prochaines images qu'on va essayer de faire. Du coup pour ces projets, ouais, j'ai pensé noir et blanc, j'ai travaillé noir et blanc, j'ai essayé d'éditer longtemps après la prise de vue pour laisser retomber l'instant, l'espèce de shoot de la prise de vue. Et ensuite, j'ai travaillé les images comme quand j'étais laborantin, c'est-à-dire que j'ai contrasté, j'ai rajouté de la densité, j'ai fermé, j'ai allégé les ombres. Mais la seule différence, c'est qu'il n'y avait pas de chimie ni de lumière actinique, j'étais devant un écran, mais j'ai vraiment réfléchi de cette manière-là, avec la culture de l'argentique, mais en travaillant en numérique. Pour le flou et les photos décadrées dans ces projets-là, c'est ni une volonté, ni comment dire. C'est des instants en fait que je capte. Je m'autorise de faire des photos décadrées ou floues parce que en fait Robert Frank est passé par là, hein, et qu'on a bien le droit d'en faire depuis un bon moment. Mais s'il y a une émotion qui transparaît dans l'image, qu'elle soit nette ou floue, c'est l'émotion qui va marcher, qui va me faire garder l'image, la sélectionner. Ou alors elle va être une virgule, une respiration dans le cheminement du livre ou de l'expo. En fait, je vais te faire encore une réponse à la noix, mais c'est le même débat pour moi entre le numérique et l'argentique. C'est flou ou décadré. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Est-ce que ça raconte quelque chose? En fait, je passe mon temps maintenant dans mes projets perso et même un peu dans mes commandes d'essayer d'enlever ce qui sert pas, qui donne trop d'informations pour garder une certaine information qui va permettre d'ouvrir vers d'autres informations. Enfin, tu vois, c'est un peu labyrinthique comme idée, mais du coup, si un flou raconte quelque chose, il va permettre au regardeur de l'image de passer à autre chose et de poser d'autres questions, voilà, je vais la garder. Mais c'est pas forcément réfléchi en amont. Pour créer des images, en fait, moi, je sais pas aller dans un endroit, faire la photo que j'avais décidé de faire. C'est un truc que je sais pas faire. Moi, je vais devoir bouger, marcher, revenir en arrière, revenir à une horaire différente, espérer que et dire non, ne retourne pas dans cet endroit parce que tu as une bonne image et en fait, il retourne quand même. C'est Doisneau qui disait ça, c'était joli, qui passait son temps à essayer de pas retourner sur les lieux où il avait fait une bonne image parce qu'il savait qu'il serait déçu. Et j'ai vraiment besoin de bouger. Je sais pas rester en place. En revanche, je garde toujours un territoire. Pour un Evening, ça a été le Strip et un peu autour. La gare Saint-Lazare, c'était Saint-Lazare, le Prix de Diane, l'hôtel Saint-Georges à Châlons, Vichy, Niort. Enfin voilà, je garde vraiment un territoire, grand ou petit, mais un endroit quand même. Et après, j'explore au maximum. J'essaye d'aller vraiment au bout de le connaître par cœur. Pas forcément, de le connaître bien, mais je peux y faire des impasses. Pour un Evening, il y a plein d'endroits à Las Vegas où j'ai jamais foutu les pieds. Et puis, j'ai besoin aussi d'être épuisé. Je cherche un peu l'épuisement dans ces projets parce que ça entraîne le cerveau différemment, à réfléchir différemment et de chercher autre chose. Et voilà, on essaye quand même de faire des images, même si on n'en a plus envie, si on en aura la casquette. Ouais, je cherche vraiment l'épuisement, mais un peu comme Pinkasov. Enfin, ça, j'avais entendu dire, j'ai jamais rencontré ce photographe, mais on me l'a dit, Georgi Pinkasov, à la fin d'une séance de portrait, de reportage en commande, quand tout le monde avait dit c'est fini, il disait ah ben non, finalement, hop, et il remettait une bobine dans le film et il repartait comme en 40. Tout le monde en avait la casquette. Et en même temps, ça pouvait créer des belles images. Alors, ça peut foirer, mais cet épuisement est intéressant. Et je le cherche un peu dans les prises de vue. C'est pareil, quand on est au Festival de Cannes, finalement, au bout d'un moment, on est intubé par l'adrénaline. On est complètement crevé, on sait plus ce qu'on fait. Finalement, on parle aux gens très très connus de la manière la plus simple possible, parce qu'il faut aller à l'essentiel, faire cette putain de photo pour aller faire la putain de photo derrière, et puis rendre la photo après. Et c'est vachement intéressant. Et donc, ouais, je préfère me perdre un peu là-dedans. Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Alors pour parler du projet Le Décor, comme tu dis, a gagné un prix, même deux en fait, je suis hyper fier. Il y a le Raseo et le Hangar Photo Center. En fait, c'était un projet qui n'était pas du tout prévu, comme ce qui n'était pas prévu, ce qui nous arrive l'année dernière. Je suis rentré la veille du confinement d'une résidence que je faisais avec le festival Portrait à Vichy, hyper intéressante d'ailleurs. Enfin, on pourra en parler un petit peu. En fait, je suis rentré d'une production intense de photographie
à un Paris mort, quoi, vide, il y avait plus rien. Paris, c'est une ville que j'aime bien, que je connais bien, et passé vraiment la stupeur du retour, où je suis vraiment resté abasourdi, je me suis dit, voilà, faut documenter, faut travailler. Mais j'avais pas envie de photographier la jolie ville avec la belle lumière de printemps qu'il y avait, vide, c'était joli, c'était romantique, ça m'intéressait pas. Et puis, certains photographes le faisaient très bien, donc je voyais pas l'intérêt de repartir dans la rue pour faire ces photos-là. J'ai plutôt envie de parler de mon ressenti, de ce que je vivais à ce moment-là, et du coup, je voyais vraiment ce Paris comme un décor de cinéma. J'avais vraiment l'impression d'être sur une grosse production hollywoodienne, avec Spielberg aux manettes, Tom Hanks en acteur, sauf que tout le monde s'est barré à la pause déj, ils ont tout laissé en plan, et j'avais ça en fait devant mes yeux. Donc j'ai voulu montrer ça, et du coup j'ai mis en place un système. J'ai réfléchi d'abord et je me suis dit, voilà, Paris est vide, ça me fait penser à un décor de cinéma, ça me fout vraiment, vraiment, vraiment les chocottes. Comment faire? Donc moi j'aime un photographe, j'aime beaucoup le travail d'un photographe qui s'appelle Charles Marville, qui est juste un peu avant Adjet, mais voilà, qui a photographié un Paris avant-après les travaux d'Haussmann. Alors lui, c'était un Paris vide, de fait, parce que les poses étaient trop longues. Voilà, c'est très belle vue de Paris, dans Paris qui a disparu. Donc je voulais garder je me suis dit, j'ai gardé cette approche documentaire, ce travail-là, se faire une photo simple, tu vois, et ça m'a fait plaisir parce que sur mon Instagram, il y a Hippolyte Girardot qui a commenté et qui a dit que c'était une photographie archéologique. Et voilà, j'aimais bien cette idée-là. D'ailleurs, le titre décor, ça vient de ces commentaires-là de Hippolyte Girardot, que je remercie du coup. Mais voilà, j'avais cette image de Marvin, mais c'était pas suffisant, ça parlait pas assez de ma peur. Puis c'était noir et blanc, donc je voulais travailler en couleur, avoir quelque chose d'un peu plus contemporain. Et donc j'ai utilisé l'éclairage artificiel sur chaque scène que j'ai photographiée, comme un chef-op, un peu de cinéma. J'ai recréé les scènes qui attendaient d'avoir un acteur qui déboule dans le cadre. Et puis ça me permettait finalement aussi de réunir deux pratiques. Quand je travaille en commande, très souvent au flash, parce que c'est plus simple de gérer la lumière avec des modèles où on choisit pas forcément le lieu. Et dans la photo de rue ou le building où j'ai jamais foutu un flash, voilà, c'était intéressant de me dire, je vais mettre les deux en parallèle, tout en sachant que c'était le moment ou jamais de le faire, parce que je pouvais sortir dans la rue et tout déballer sans assistant qui m'aide, parce qu'il y avait personne. Donc c'était un peu safe, quoi. Pour parler de ces flashs, c'est mes flashs de studio, hein, c'est des pro-photos, beaucoup de photographes les ont, et c'est la façon dont je les ai placés dans la scène, en fait. Le truc, c'est que pour construire cette série, il y a eu beaucoup de mouvements de ma part. Donc j'ai emprunté la voiture de ma belle-mère, parce que j'ai pas de voiture, et je zonais dans la ville, et je m'arrêtais quand il y avait quelque chose qui me touchait. Alors j'ai fait la Tour Eiffel, j'ai fait Notre-Dame, mais c'était pas ça qui m'intéressait. C'était vraiment cet abandon. Je faisais beaucoup de tours, et quand j'avais un cadre, une scène, un lieu qui me touchait, je m'y arrêtais. Là, je faisais on va dire comme un Polaroid avec mon téléphone portable, en me disant ça va, je vais faire le cadre là. Et là, je commençais à déballer le matériel. Donc je mettais un cadre, comme si je travaillais à la chambre ou avec une caméra 35 mm. Je posais le cadre. Une fois que j'avais le cadre, il fallait trouver le moyen de rééclairer, donner un sens à cette scène. Donc, je déplaçais mes flashs et je construisais une image comme ça. Et donc j'ai voulu aussi créer cette espèce de nuit en plein jour, parce que c'était ça que j'avais. Enfin, c'était une éclipse, comme un film apocalyptique de science-fiction, fin de monde. Et donc je tuais le jour par les flashs, en fait, en éclairant très fort. Du coup, techniquement, il n'y avait pas de boîte à lumière, pas de parapluie pour avoir la lumière la plus crue possible. J'étais vraiment impressionné par le travail de Maioli. Je sais pas si on dit Maioli ou Majoli, mais j'avais vu son travail à Arles, c'était en 2017, je crois. Et ouais, ça m'a subjugué. Et un livre qu'il a fait avec Pellegrin sur le Congo, qui est un livre magnifique. Ouais, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. Et Lorca Corsia, évidemment, quand tu vois ces portraits de jeunes hommes sur Louis de Boulevard, au flash, ouais, c'est des choses que j'avais en tête. Mais pour le décor, pour cette série-là, j'ai pas pensé à eux, en fait, bizarrement. En fait, ils sont intégrés de fait dans mon cerveau. Mais j'ai plus fait appel au cinéma de Kaurismäki. Tu vois, qui est un cinéma très lent, les personnages sont posés, et puis là, il y a cette lumière un peu bleutée, très forte. Et lui aussi, il y a cette idée un peu de nuit en plein jour. Et puis, il y a aussi, du coup, je répète toujours, mais c'est Jarmusch, quoi. Enfin, et ça, c'était le rythme des images de ces films qui sont lents, il se passe rien.
c'est lent. C'est ces 2 cinéastes qui m'ont obligé à mettre ces lumières, en fait. Même si, photographiquement, j'avais ces références, mais je me suis dit, c'est exactement, je vais reproduire. En fait, il y avait un côté magique, bizarrement, dans ce confinement. J'étais seul aux manettes, un peu comme ce grand film de Eric et Ramsey qui s'appelle Seul Tout, que j'aime beaucoup. Mais voilà, j'étais seul aux manettes, je pouvais faire ce que je voulais. J'étais le Spielberg de ma photographie. Même si j'avais pas les assistants, les régisseurs, en fait, je pouvais mettre mes flashs où je voulais. La distance par rapport au bâtiment, c'est ce que je voulais. Donc je me suis dit, je vais me faire plaisir. Je pourrais jamais faire du kaurismäki parce que je suis pas kaurismäki, je suis pas réalisateur de film. Et si je veux faire ça dans les rues à Paris, il me faudra vraiment du monde pour travailler, quoi. En fait, pour la résidence de portrait de Vichy, voilà, j'ai vraiment mis en pratique en fait ce que je t'explique depuis tout à l'heure, c'est que je traite du réel, mais je raconte autre chose. En fait, il y avait un thème dans cette résidence. On a carte blanche, mais il y a un thème. Là, c'était le sport. Et moi, du coup, j'ai traité le sport à ma manière. C'est-à-dire que j'ai pris énormément de rendez-vous avec le maximum de sportifs possible, avec l'aide des gens du service culture de Vichy. Donc c'était ou des amateurs ou des pros. Et ils me disaient, ouais, je viens en short, en jogging, avec mon ballon. Et en fait, je leur disais pas forcément de venir comme ça. Il fallait qu'il y ait un rapport avec le sport. Donc on voyait apparaître un ballon, un bateau. Mais j'ai fait une photographie extrêmement noire. Et là, j'ai plus tiré vers le polar. Très, très noir. Et à tel point qu'on a demandé à Didier Deninx d'écrire un texte et il nous a écrit un polar pour le livre. Et du coup, les gens sont très surpris et ils vont l'être parce qu'ils n'ont pas encore vu les images. C'est des photos faites en plein jour où on rigole ensemble, ça se passe bien. Je prends 1 heure à chaque fois avec chacun des participants. Et au final, il y a une image, on a l'impression que c'est un gangster, qu'ils ont peur, qu'ils fuient quelque chose, qu'ils vont attaquer. Il y a une image que j'aime beaucoup qui sont 3 copains qui se regardent. C'est 3 bons copains. Ils sont ados, ils se marrent vraiment ensemble. Et dans la photo, on a l'impression qu'il y en a 2 qui vont massacrer l'autre. Et voilà, du coup, j'ai créé toute cette ambiance-là. Et tout est vrai, en fait. Ce sont des vrais sportifs, ce sont des vrais nageurs. Et au final, il s'avère que c'est des acteurs d'un film. Alors voilà, j'aime beaucoup cette résidence. Donc, elle va être exposée là en juin au festival. Portrait de Vichy, et il y a un livre chez Filigrane qui sort juste avant, avec le texte de Didier Deninx, et on l'a appelé Endorphine. Pour faire le lien avec l'autre résidence que je fais là, donc là je suis en résidence avec la Villa Perrochon dans un centre hospitalier, et au service psychiatrique. C'est une résidence qui est beaucoup plus longue, elle court sur toute l'année 2021, sachant que je vais 1 semaine par mois à l'hôpital, photographier donc des patients psychiatriques, des soignants. Et là, j'ai une approche qui est un peu différente dans le sens où, pour Vichy, je suis un peu le réalisateur, le maître d'œuvre. Je raconte ce que je veux et je transforme la réalité à mon aise. Là, c'est un peu différent. En fait, je peux citer une patiente qui s'appelle Cosette qui raconte comment elle peint. Parce qu'il y a toujours des ateliers d'art-thérapie. Et elle raconte, elle dit qu'elle peint, elle procède d'après nature et d'imagination. Et le plus souvent, c'est fait un peu les 2 en même temps. Et ça me parle parce que c'est exactement ce que je ressens de ma pratique. C'est quelque chose qui m'est resté en tête. Et du coup, voilà, c'est ce que j'essaye d'appliquer, le réel, l'imaginaire, là-bas. Donc en fait, je photographie les lieux, mais ça reste essentiellement du portrait. C'est de la rencontre avec des patients. Donc on discute, on se voit en rendez-vous, ils me disent ce qu'ils aimeraient ou surtout ce qu'ils aimeraient pas en photo. Donc ça peut être un patient qui fait de la musique et qui on aimerait bien faire une pochette d'album. Donc on met tout en place pour le faire poser comme si c'était un lavillier. Un autre, ça va être posé là tout de suite maintenant, parce que maintenant ça prend une autre tournure à force d'y aller. Donc il se pointe devant moi et dit on fait la photo maintenant. Donc je fais la photo maintenant. Je fais des portraits serrés, tout simples, pour avoir un espèce de trombinoscope de leur visage. Et là j'ai commencé à photographier aussi des soignants. Donc je vais mélanger un peu tout ça. Et c'est hyper intense. Sachant que je photographie des patients qui sont en service fermé, donc qui ont des pathologies un peu lourdes, hein, et des patients qui sont en hôpital de jour, donc un peu plus stabilisés. Mais voilà, c'est très intense, c'est beaucoup de discussions. C'est très joyeux aussi. Il y a beaucoup de blagues. On se marre beaucoup, on se moque beaucoup l'un de l'autre. C'est jamais méchant, c'est jamais blessant, mais vraiment c'est vraiment marrant. Et puis il y en a qui veulent pas.
Donc ils me le disent, ils ont pas envie d'être photographiés. Puis il y en a qui veulent bien mais qu'on les reconnaisse pas. Donc on fait la photo, puis finalement ils veulent bien, ça leur a plu, l'expérience leur a plu. Et l'expérience, ça m'échappe complètement et j'écoute ce que me disent les soignants, parce que je parle énormément avec les soignants, ils m'apprennent beaucoup de choses. Enfin, c'est une résidence que je fais pas tout seul. Je suis vraiment accompagné, j'écoute ce qu'on me dit, je pose des questions, on m'explique, mais je me rends compte que il y a un aspect complètement thérapeutique qui apparaît. Il y a une patiente qui m'a dit des choses très fortes, elle m'a dit, c'est la première fois que je me vois en vrai quand j'ai fait sa photo. Et voilà, c'est une patiente qui a 25 ans d'hôpital derrière elle, donc quand elle dit ça, c'est assez fort. Il y a un autre patient qui m'a dit que il m'avait offert 2 fois son âme, parce que voilà, il y a ce côté un peu comme les Indiens de chez Curtis où on donne son âme en étant photographié. Et c'est extrêmement fort. Du coup, ça va donner lieu à une expo en avril 2022 à la Villa, mais on va aussi faire une petite expo pour nous, entre patients, soignants et moi, à l'hôpital même. On n'a pas encore les budgets, mais je pense qu'on va réussir à en faire un livre. Et pareil, je continue à mélanger la réalité, l'imaginaire, le vrai, le faux. Tu vois, il y a des photos que j'ai faites de patients. Si je te les montre, qui dit qu'ils sont malades? En fait, je photographie pas du tout la maladie. Je photographie des hommes. Et ça, c'est absolument passionnant. Alors, pour parler des films et des références, Jarmusch, j'en ai une, je bassine tout le monde avec ce cinéaste. J'aime pas tout chez lui, mais en fait, c'est un des premiers qui m'a marqué, où je me suis dit, on peut faire autre chose que Die Hard, quoi. On peut faire autre chose que Schwarzenegger. On peut faire un film américain lent, où il se passe presque rien. Il y a Al Hartley aussi, que j'aimais beaucoup, où, ouais, c'était une approche différente du cinéma. Puis évidemment, il y a, quand j'étais jeune photographe, enfin jeune étudiant, même c'est découvrir le cinéma d'Eisenstein ou Tarkovsky, où là t'en prends plein les mirettes et tu dis, le cinéma n'est pas seulement des histoires d'amour ou de combat, du bien contre le mal. Enfin voilà, en fait, des films peut se passer pas grand chose et pourtant ils peuvent raconter beaucoup. Et les images sont spectaculaires et Tarkovsky, la lumière qu'il met dans ses films, enfin voilà, elle est complètement imprégnée, quoi. Il y a aussi un film qui m'a beaucoup marqué, c'est tout récent, et auquel j'arrête pas de penser, c'est Under the Skin de Glazer, où pareil, c'est un film de science-fiction, Scarlett Johansson, et en fait, il se passe rien, et c'est magnifique, et c'est flippant, et je suis sorti de ce film complètement chamboulé, quoi. Voilà, j'aime bien ce cinéma-là qui dérape un peu, même si je suis absolument fan intégral des Scorsese, des Coppola, qui ont des histoires qui racontent, hein, mais qui sont maintenant devenus des classiques, mais qui ont été révolutionnaires, vraiment révolutionnaires dans leur temps, quoi. Je recite Kaurismäki parce que j'ai beaucoup ri en regardant les Leningrad Cowboys, quoi. Enfin, c'est espèce de rockers pourritos russes ou finlandais qui vont avec leurs bananes aux États-Unis. Enfin, ça me fait hurler de rire. Et puis voir son dernier film, je crois que c'est le dernier, hein, Le Havre, voilà, où c'est un conte de fées avec ses lumières incroyables. Voilà, c'est le cinéma qui m'accompagne. Je replonge dedans. En même temps, je peux bouffer. Voilà, hier j'ai regardé avec mon fils Robin des Bois de Ridley Scott. Voilà, je kiffe aussi, quoi. C'est du grand spectacle, c'est bien fait. J'apprends beaucoup. En fait, tout est bon pour nourrir l'œil. C'est-à-dire que en photographie ou en film, je regarde beaucoup, j'en mange beaucoup. Je pense que j'en oublie les 3/4. Je serais peut-être incapable de citer des choses. J'ai vécu une expérience étonnante là récemment. Pour Endorphine, pour Vichy, j'ai fait une photo qui n'a pas été sélectionnée au final, mais que j'aime beaucoup, et qui est le cours de yoga. J'ai fait du yoga. Et en fait, la photo telle que je l'ai faite, j'ai halluciné. En fait, j'ai mis la professeure de yoga dans une position de yoga. Elle est couchée, comment dire, elle fait le grand écart et le visage est entre ses jambes, en gros. Et il y a les 2 élèves qui étaient là, une à droite, une à gauche, très à droite. Et je fais cette photo et je la trouve super, je sais pas pourquoi elle me plaît, et voilà. Et là, récemment, j'ouvre le livre de Diane Arbus qui s'appelle Sans titre, où elle a travaillé sur les maladies mentales. Et je vois la même photo, en fait. J'avais complètement oublié cette image. C'est la même position. Il y a une personne qui fait le grand écart à la tête entre les jambes, 2 personnes à droite et à gauche. C'est centré pareil. Alors, je me permets pas de me comparer à Diane Arbus, hein, loin de là, évidemment. Mais cette image que j'avais oubliée, je l'ai recrachée dans une autre photo, sans le savoir. Donc, des références, c'est ça. Plus on en a, mieux c'est, et plus on mélange, et plus on sait plus d'où ça vient, et puis plus on peut raconter une histoire, quoi. Et pareil pour les livres. Moi, je suis un lecteur parfois assidu, et puis des fois, c'est vraiment plus rien pendant des mois, voire des années.
Et du coup, j'oublie. Je sais que j'ai lu beaucoup. J'ai pris dans ma bibliothèque, j'ai vu tous les Eric Reinhardt que j'ai lus, un 4. Putain, je sais plus du tout qu'est-ce que ça raconte, quoi. Et par contre, je sais que là, récemment, tu vois, j'ai lu le livre de Marine Diaye qui s'appelait La vengeance m'appartient. C'est ça, La vengeance m'appartient. Et ouais, c'est sublime, quoi, parce que pareil, la réalité, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, le personnage de l'avocat, ce qu'il vit, l'avocate, pardon, ce qu'elle vit, ce qu'elle croit vivre, ce qu'elle croit avoir vécu. C'est inquiétant parce qu'on parle de meurtre. Voilà, ça, je sais que c'est quelque chose qui finalement reste dans ma tête. Il y a aussi récemment, j'ai lu évidemment le livre de Joyce Orman, ou Sorman, je sais pas comment on dit, Elle la folie. Elle a passé un an en hôpital psy, donc je me suis rué sur ce livre qui est absolument passionnant, tu vois. Et par contre, je sais qu'il y a un truc qui me reste aussi, c'est Richard Ford, c'est un week-end dans le Michigan et Indépendance. Ça, c'est 2 livres. C'est le même personnage, c'est l'histoire d'un journaliste sportif, Frank Bascombe. Ça raconte des histoires et voilà qui me berce tout le temps, quoi. Il y a Russell Banks aussi avec Affliction, voilà. Mais tout ça, j'oublie beaucoup, je prends, je pioche, je garde, et finalement, au bout d'un moment, c'est recraché quelque part. Comme cette image de Diane Arbus que j'ai intégralement pompée sans savoir que je pompée. Et à tel point que tu m'aurais dit, tiens, cette photo me fait penser à Diane Arbus. Je fais, bah non, t'es malade, t'es une prof de yoga. Le rapport au son et à la musique, il est essentiel, il est très présent. Plus qu'une chanson, ça sera plutôt un album qui va me permettre de réfléchir. Tu vois, pour Knee Bleeding, en fait, j'ai commencé par travailler au son de Shannon Wright, ses premiers albums qui sont des musiques très très lourdes, très guitare, très grasse, très j'ai envie de dire sale, quoi, tu vois. Et au final, j'ai écouté plus que du Albert Ayler, donc du free jazz. Je parlais beaucoup d'albums, mais il y a une musique, il reprend Summertime et c'est dingue. Et voilà, ça me permettait de construire le livre au début, d'avoir quelque chose de très violent, donc de fondre dans la foule et de travailler cette étape-là du livre. Puis à la fin, quand je suis plus dans des paysages, d'avoir quelque chose de sifflotant comme un oiseau un peu déglingué. Et je travaillais là-dessus. Mais tous les projets, tu vois, sur le décor, je me suis laissé accompagner par les musiques de Nick Cave, les musiques qu'il a pu faire pour le film de Jesse James, l'assassinat de Jesse James par le lâche. Le nom m'échappe, Richard, voilà. Et il a fait ça avec Warren Ellis. Ouais, ça, c'est des choses qui m'ont complètement bercé. Il y avait Murder Ballad aussi, et Push the Skyway qui traînait dans ma tête. Quand j'ai travaillé avec Azimut, avec Tendansou pour Azimut, j'avais besoin de marcher, donc c'était John Spencer, Blues Explosion à fond dans les mirettes, les Stooges, pareil pour me donner de l'allant. J'ai travaillé aussi, j'ai fait un projet qui s'appelle La Source, où je remonte la scène jusqu'à sa source. Là, j'avais besoin d'un truc un peu plus planant, donc j'ai écouté des albums de Viola Tango quand j'étais en voiture, quand je jeûnais, tu vois. Puis Niort, j'ai pas encore tout défini la playlist, mais je me rattache finalement à un projet qui a été créé avant moi, qui s'appelle Radio Pimpon. Donc c'est une radio faite par un soignant, Eric, et qui fait avec les patients, qui racontent des histoires, font des recettes de cuisine, parlent musique. Et c'est une radio tendance. Eric, il écoute du punk, donc quand je pars à Niort, je pars tôt le matin, donc je me mets du Motorhead dans la gueule, ça met dans l'ambiance. Et en même temps, je reviens avec du Fleetwood Mac parce que ça s'est bien passé, c'est plus cool, c'est du blues tranquille. En même temps, rien ne m'empêche de mettre du Vince Staples parce que du bon rap US, ça le fait aussi, quoi, tu vois. Il y a Vichy où j'ai plus des souvenirs de France Info et du prochain confinement qu'on allait subir plutôt que de musique. Voilà, ça c'est le truc où c'était bizarre. J'ai bien dû mettre Dictionicus dans la tronche, mais voilà, Vichy c'était particulier. Mais oui, c'est nécessaire. Et je construis mes images, les prises de vue avec la musique en tête, c'est-à-dire que je travaille pas avec un casque dans les oreilles, jamais. Mais avant d'aller en prise de vue, j'écoute de la musique. Pendant l'editing, j'écoute de la musique. Ça me permet de rythmer les séquences des images. Si j'écoutais mon côté slave, je serais très pessimiste sur l'avenir de la photographie. Elle est pas mieux avant, sauf pendant une courte période, des années 80 à peu près, 70-80. Je me dis qu'elle ira pas mieux après. J'oublie pas que Magnum a quand même été créé pour défendre le droit des photographes, c'est-à-dire qu'on ne recadre pas une image, on paye les photographes. Donc je me dis, voilà, en 45 ils ont créé ça, on en est toujours un peu là quand même. Et puis finalement, en fait, je vois qu'il y a énormément d'énergie. Il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup d'envie.
Ça part dans tous les sens, que ce soit sur le réseau. Il y a un festival qui se crée, il y a son off automatiquement de jeunes ultra motivés. Donc en fait, de pessimiste, je reste assez joyeux parce que voilà, ça bouge, ça crée. C'est un média qui plaît beaucoup. Je crois que c'est encore le métier préféré des Français. Donc il y a vraiment une production vraiment étonnante. Après, il y a des boucles, hein, voilà. Maintenant, on revient au style du grain, de l'argentique. Voilà. Ça revient, c'est comme le vinyle, puis ça va repartir, et puis on refera du traitement croisé. Mais c'est pas grave. En fait, le monde est documenté, les gens racontent leurs propres histoires. Nan Goldin, qui était une red punk à l'époque, finalement, elle a fait école. Tout le monde fait du Nan Goldin pratiquement sur Instagram. Je vois ces images différentes. Donc, je suis très positif. Après, ce que ça va devenir, ce que ça sera au mur, sur Instagram, dans des livres, ça je sais pas. Je pense que ça devient de plus en plus muséal quand même, quand on voit ce que fait Paris Photo. Après, ça touche une petite caste de photographes qui arrivent à vivre des tirages, puis les autres, on fait comme on peut. Le seul truc qui me dérange un peu, et qui m'ont refait partir sur le côté pessimiste, et là, il est pas stable, c'est comment la photographie est traitée par nos ministères. Quand on apprend qu'elle s'est fait déclasser, qu'elle était un département, qu'elle devient un vulgaire bureau au 3e sous-sol, je caricature, et qu'on dit non, mais c'est mieux. Je trouve que c'est dommage de traiter la photographie de cette manière-là. Moi, je ne demande pas d'aide particulière. De toute façon, les photographes se démerdent comme ils peuvent pour créer leurs images, mais d'être pas considérés dans le pays qui a inventé ce média, je trouve ça dommage. Et vraiment triste. Donc ça m'inquiète un peu parce que finalement, le photographe, on s'en fiche. Une photo, on s'en fout, on recadre, on les paye pas, tout ça. C'est un peu dommage, quoi. Mais voilà, faudrait se battre peut-être un peu plus là-dessus. Sachant que c'est quand même un métier où chacun fait ce qu'il veut dans son coin et pas du tout comme le cinéma ou la danse ou le théâtre. Mais voilà, j'alterne, tu vois, entre pessimisme et envie de découvrir. Mais je sais pas du tout ce que ça sera. Pareil, là, je regarde les photos d'Adjet, quoi, qui est quand même mort dans la misère. On les a retrouvés. Maintenant, c'est devenu un génie. Là, j'ai lu un papier récemment dans Libé, dans ce week-end, de Julien Gester, de cette photographe américaine qui a documenté région pourrie des États-Unis en 1899, qui a toujours fait des photos, voilà. Tout le monde n'avait rien à fiche. Et là, on redécouvre, et au bout de quelques années, quelqu'un s'est battu pour, voilà, et c'est des images formidables, et elles sont magiques. Enfin, voilà. En fait, on verra dans un siècle qu'est-ce qui restera. Sur la production actuelle, je pense que, il va y avoir 80% de disparition. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il reste une trace quand même. Adjet, Marville, Nadar. Ouais, maintenant, on a le recul, et on verra ce qui restera. Merci d'avoir écouté Vision. Vous pouvez nous laisser une note et votre avis, vous abonner, partager le podcast autour de vous. Il y a aussi la possibilité de nous soutenir sur Patreon, plateforme de financement participatif. Pour vous aussi faire partie du podcast, comme Stéphane, Isabelle ou Antoine par exemple, le lien est dans la description. Merci et à très vite pour un prochain podcast.